Il est donc temps de créer nos premiers scripts. Nous retournons dans l'onglet Asset, nous sortons de notre image, et encore une fois, pour créer un dossier, pour créer un projet propre, il faut vraiment, c'est très important, séparer notre projet en plusieurs dossiers. Donc nous allons créer cette fois un dossier script, sans E hein, évidemment. Nous rentrons dedans, et il va donc être temps de créer un fichier C# script, que nous allons appeler player. Et attention, il est très important de nommer ces scripts au moment où est-ce qu'ils sont créés. Lorsque nous double-cliquons dessus, cela va nous ouvrir Visual Studio, comme ceci. Nous n'aurons pas besoin de cet onglet-là. Nous voici donc dans Visual Studio. Nous pouvons voir qu'à la création d'un script via Unity, il y a comme une template. Par exemple, toutes les librairies ici que enfin, toutes les librairies dont Unity aura besoin, que nous pouvons en rajouter, mais dont je ne vais pas y toucher pendant ce cours-là. Il y a l'explication vite fait des différentes fonctions qui sont préétablies, notamment la fonction start. Cette fonction start est une fonction qui va s'exécuter avant le lancement du jeu, enfin au lancement du jeu, avant la première frame, comme c'est écrit au-dessus. C'est-à-dire que tout ce que nous marquerons là-dedans sera exécuté vraiment très vite avant la première frame. Et la fonction update, elle, s'applique à chaque frame. C'est-à-dire que à chaque fois que nous... à chaque frame, donc, ce que nous avons écrit dans update, s'exécutera, tout simplement. Je pars du principe pour ce cours que vous avez quelques notions en programmation, c'est-à-dire que vous connaissez les différents types de variables. Quand je les utiliserai, je referai une petite présentation. Pour que notre personnage puisse être déplaçable, il va falloir récupérer ce qu'on appelle les inputs de notre joueur. Enfin, oui, de notre joueur. Pour récupérer les inputs, c'est très simple. Il faut juste utiliser une fonction de Unity qui s'appelle, hop, je vais le faire dans Update, input, avec un I majuscule, c'est très important. Dans cette fonction, nous allons chercher euh, la fonction, enfin, dans cette fonction, nous allons chercher getKey, getKey down, ce qui veut dire quand une touche de clavier est appuyée. Elle demande un paramètre, ce paramètre est donc le keycode, ce qui va nous permettre d'identifier quelle touche il faut que le joueur appuie. Par exemple, je vais appeler A, et donc là ça sera, et donc on va demander à notre code de récupérer le moment où le joueur appuie sur la touche A de notre clavier. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Il faut mettre cette fonction dans une condition if par exemple. Nous allons créer donc une condition if. Lorsque l'on appuie 2 fois sur le bouton Tab, cela nous pré-crée la condition. Nous allons récupérer ce code et le mettre dans notre condition if. Hop, on va supprimer celui-là. Là, nous avons donc, quand le joueur appuie sur le bouton A, c'est-à-dire au moment où est-ce qu'il presse le bouton A, qui down, nous allons par exemple afficher quelque chose en console. Pour afficher quelque chose en console, c'est très simple. Il suffit de marquer debug, .log, et en paramètre de cette fonction, y placer notre message. Donc par exemple, input A, tout simplement. Ne pas oublier les points-virgules, les fameux points-virgules. Nous sauvegardons notre script, avec CTRL S, et au moment
pardon, il faut que l'intégration du script se fasse. Et au moment où est-ce que nous appuyons sur play, nous appuyons sur A, mais nous pouvons voir que rien ne se passe. Rien ne se passe tout simplement parce que notre script n'est lié à aucun GameObject. C'est-à-dire que le script il est seulement stocké dans le dossier asset et rien d'autre. Pour que notre script puisse se lancer, il faut par exemple le mettre sur notre player. On le prend et on le drag and drop. Hop, il faut le mettre ici, voilà. Et on le drag and drop sur notre player. D'ailleurs, petite précision, comme j'ai mis ma condition dans l'update, c'est-à-dire qu'à chaque frame, chaque image, Unity va vérifier si jamais le bouton A est appuyé. Maintenant, quand je vais faire le mode play, quand je vais lancer mon jeu, lorsque je vais appuyer sur A, ça va afficher en console que lorsque je mets play et que j'appuie sur A, à chaque fois que j'appuie A, cela nous crée input A. Enfin, cela nous affiche input A grâce au debug log. D'ailleurs, on peut voir que tous ces messages, c'est un petit peu relou. Donc nous allons mettre tout simplement dans collapse. Pour une représentation d'ailleurs, pour une représentation pratique de la fonction start et de la fonction update, je vais mettre un debug. Je vais vous montrer comment elle marche. Je vais créer un debug.log avec comme message start. Et je vais mettre dans la fonction update un debug.log update. Nous retournons dans le jeu. Hop, on enlève du mode play, j'avais oublié. Et lorsque nous retournons dans le jeu, nous pouvons voir qu'il y a un update à chaque frame et que, comme le jeu ne démarre qu'une seule fois, avant le début du jeu, il y a eu marqué Start. Donc, maintenant que nous pouvons, récupérer nos inputs, les entrées que fait le joueur, il va donc falloir maintenant lier ces entrées tout simplement par exemple à la position du joueur. Pour ce faire, il va falloir trouver un moyen d'éditer le composant transform, qui, je le rappelle, ce composant est le composant qui contient la position du joueur. Pour ce faire, il va donc falloir récupérer les contrôles qui permettent au joueur d'avancer horizontalement. Nous allons donc enlever ça parce que ça ne va plus nous servir. Nous allons changer de... Tout simplement, nous allons changer de technique de récupération des inputs. Là, je vous ai montré comment récupérer une touche en particulier. Cette façon de faire peut être par exemple utile pour le saut, dont vous verrez ça avec... dont vous verrez la création avec Professeur Arthur. Et je vais donc à présent vous montrer comment récupérer la valeur de déplacement horizontale, qui, je le rappelle, est ceci. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment le joueur peut se déplacer horizontalement, c'est-à-dire gauche-droite. Pour ce faire, nous allons donc devoir récupérer les touches qui permettent d'avancer horizontalement. Il s'agit toujours des touches. Enfin, il s'agit toujours de la syntaxe input, point. Mais cette fois, c'est l'axe qu'il va falloir récupérer. Et cet axe, pour le récupérer, il va falloir faire get axes. Et comme je l'ai dit précédemment, beaucoup trop de fois, nous voulons récupérer l'axe horizontal. Nous allons donc mettre entre guillemets horizontal. Il ne faut évidemment pas faire de faute d'orthographe. Je vais donc vérifier 1 milliard de fois si je l'écris comme il faut. Je l'écris comme il faut. Évidemment, ne pas oublier le point virgule. Cette ligne nous permet de récupérer les touches liées à l'axe horizontal. Mais comment savoir quelles touches sont liées à l'axe horizontal? Pour ça,
il va falloir qu'on aille tout simplement dans les options de notre projet. J'ai volontairement omis tout à l'heure de vous parler de ces onglets qui est au-dessus, parce qu'elles sont liées à beaucoup de choses très très complexes. Mais cette fois, nous allons devoir aller dans Edit, aller dans les settings de notre projet, et dans... Mon projet se recharge. Étrangement long. Dans l'onglet l'IA Input, donc Input Manager. Et là, nous avons accès aux axes, enfin à touches liées aux axes. Il y a énormément de raccourcis, notamment des raccourcis qui s'appellent Fire, qui sont des raccourcis qui peut servir pour l'FPS, etc. Mais nous voulons vraiment juste savoir à quoi correspond le raccourci horizontal. Le raccourci horizontal correspond du coup aux touches A et D, car comme je le rappelle, de base, nous sommes en QWERTY sur Unity. Donc, si vous utilisez ZQSD pour vous déplacer, il va falloir modifier cette touche pour Q et D. Et nous pouvons voir également que, par défaut, de base, qu'est-ce que j'ai- que de base, horizontal est lié plutôt aux flèches gauche et droite. Donc en ayant modifié A et D, vous pourrez également vous déplacer avec les A et D, mais de base, horizontal est lié à gauche et droite. Donc comment marchent les valeurs liées à horizontal? L'atout horizontal retourne une valeur qui est soit positif, soit négatif. C'est-à-dire que lorsque nous allons appuyer sur la flèche de droite ou D, horizontal va nous renvoyer une valeur positive. Lorsque nous allons appuyer sur Q ou la flèche de gauche, il va nous renvoyer une valeur négative. Ces valeurs sont des valeurs flottantes, c'est-à-dire qu'elles sont à virgule. Pour, euh, pour, donc, euh, pour donc stocker ces valeurs flottantes, il va falloir créer une variable float que nous allons créer ici. Float horizontal move, tout simplement. Non, input c'est mieux, input c'est mieux. Horizontal input. Nous avons maintenant créé notre première variable. Mais avant de stocker le retour de horizontal dans horizontal input, je vais devoir aborder une notion qui est liée à Unity. Les notions de private et de public. Unity a différentes façons de protéger une variable ou de la rendre modifiable. Par exemple, je vais créer une variable de type int, tout simplement test, qui va contenir la valeur 1. Voilà. Je vais, euh, je vais récupérer cette variable et je vais demander à notre éditeur de faire un debug.log cette variable. C'est-à-dire que dans la console, notre éditeur va nous écrire cette variable à chaque frame. Hop, pour vérifier si j'ai bien fait. Pour cela, il faut ne surtout pas oublier de sauvegarder. Il y a visiblement un petit problème du fait que j'ai oublié le fameux point virgule magique. Et voilà. À chaque frame, Unity nous affiche 1. Et nous pouvons voir sur notre player que au script, il n'y a rien eu de nouveau. C'est normal pour l'instant. Lorsque je vais lorsque je vais vouloir
Enfin, si je veux, par exemple, rendre cette variable modifiable depuis directement l'éditeur de Unity, parce qu'imaginez pour les scripts, si on veut modifier la vitesse de notre personnage, on va devoir mettre une valeur, la tester, après revenir dans notre éditeur de code, la changer, etc. Ça sera totalement chronophage. Mais pour simplifier cela, nous pouvons nous pouvons faire que cette variable est une variable de type public, je sauvegarde, je retourne sur Unity, comme ça, et nous pouvons voir que notre variable s'est affichée dans le composant de notre script. Lorsque je vais mettre play, nous pouvons voir qu'il s'affiche toujours la variable 1, mais si je veux modifier cette variable, en tant que variable 5 ou variable 7, nous pouvons voir qu'elle est directement modifiée dans notre jeu. Une variable en public est très utile, mais peut être également une faiblesse. Une variable en public est accessible depuis n'importe quel script. Ça veut dire que si jamais je crée un autre script, et que je veux, par exemple, changer la valeur que contient ma variable test depuis cet autre script, eh ben c'est totalement possible. Si jamais je veux empêcher cela, je peux rendre cette variable private, comme ceci. C'est-à-dire que notre variable, après, n'est plus affichée. Notre variable n'est certes plus atteignable par d'autres scripts, mais n'est plus affichée. Je vais donc avoir quand même envie de la modifier en direct, cette variable. C'est quand même important. Il va falloir créer au-dessus de variable, au-dessus du nom de notre variable, il va falloir la sérialiser. C'est-à-dire, tout simplement pouvoir l'afficher. Donc on fait serialize field, on utilise l'autocomplétion, sans point virgule, et lorsque l'on va retourner dans notre éditeur, notre variable sera affichée ici, et sera donc éditable, mais pas accessible depuis d'autres scripts. C'est une façon de protéger notre code, pour éviter soit les problèmes liés à des cheats, ou soit des problèmes de confusion, tout simplement. Retournons à nos moutons avec cette magnifique variable horizontal input, que nous allons mettre en private. Parce que nous avons juste pas besoin d'y accéder autre part que dans le script, et ni besoin de la modifier en direct. Je rappelle que getAxis va nous renvoyer une valeur soit positive, soit négative. Cette valeur, nous avons besoin de la stocker. Nous allons donc la stocker, bravo, dans horizontal input. Je vais donc faire horizontal input est égal à la valeur que va nous envoyer input.getAxis horizontal. Je vais donc par exemple prendre un debug log, et demander à ce qu'il me renvoie la valeur de horizontal input. Je retourne dans mon éditeur Unity en n'oubliant pas de sauvegarder mon code. Pour l'instant, horizontal input est égal à 0. Et quand je vais appuyer sur les flèches, eh ben, nous pouvons voir que horizontal input est égal à une valeur soit positive, soit négative, à virgule. Et d'ailleurs, c'est progressivement. C'est-à-dire qu'elle va mettre quelques frames avant d'atteindre 1. Par exemple, comme on peut le voir ici. Il y a eu quand même beaucoup de... il y a eu quand même beaucoup de valeurs. Mais bref. Et donc, les valeurs que nous stockons dans horizontal input, il faut réussir à en faire quelque chose. Hop, je vais supprimer ça pour éviter de saturer notre console. Mais du coup, pour ce faire, il va falloir appliquer les valeurs récupérées dans horizontal input. Il va falloir les appliquer au transform de notre joueur. C'est-à-dire qu'il va falloir que ces valeurs positives ou négatives influent sur le transform. Lorsque la valeur sera positive, il ira à droite, et lorsqu'elle sera négative, il ira à gauche.
Nous allons donc maintenant voir une notion importante qui est la récupération des composants dans notre jeu. Dans nos GameObjects. C'est-à-dire que là, nous allons devoir récupérer le composant transform. Heureusement, le composant transform est, on va dire, facilement accessible. C'est-à-dire qu'il va suffire de taper transform, point, la position. Tout simplement parce que nous voulons récupérer la position, agir sur la position. Donc là, nous récupérons la position. La position, d'ailleurs, de notre joueur, qui est ce que l'on appelle un vecteur 3. Pourquoi un vecteur 3 et pas un vecteur 2? Parce que il contient la position en X, la position en Y, mais également la position en Z. Car rappelons-nous que la position en Z, malgré qu'elle n'est pas utilisée, dans Unity, elle existe. Là, nous avons la position en Y qui est la hauteur, la position en X qui est tout simplement les déplacements horizontaux, et nous avons la profondeur avec Z. Mais, qui, comme nous pouvons le voir maintenant, peu importe comment on le modifie, ne changera rien à notre jeu, mais est quand même présente, car c'est la caméra qui applique cette perspective 2D. Hop, nous allons retourner en 3D. Et donc notre vecteur contient X, Y, Z. Nous voulons que cette position soit égale à elle-même, donc soit égale à transform.position, vu que nous voulons ajouter à transform.position une valeur, donc qu'elle soit égale à elle-même, plus horizontal input, car horizontal input va nous permettre de savoir si un mail va à droite ou à gauche. Multiplié par vecteur 3, comme nous allons le voir maintenant, vecteur 3, point, right, c'est-à-dire qu'avec ça, notre personnage va se déplacer de 1 ou de moins 1 à chaque frame. Voyons voir. D'ailleurs, vecteur 3.right correspond à la valeur horizontale, vecteur 3.up correspond à la valeur verticale, et vecteur 3.forward, que nous ne verrons pas dans ces cours, correspond encore une fois à la profondeur. Je vais maintenant mettre play, après ce que j'ai rentré, et aller de droite à gauche. Et nous pouvons voir qu'il part extrêmement vite. Tout simplement parce que, comme j'ai dit plus tôt, il se déplace de 1 à chaque frame. Et faire ça pose énormément de problèmes. Tout simplement parce que tous les PC ne vont pas avoir les mêmes performances sur notre jeu. Il y a des PC qui vont peut-être le faire tourner à 700 FPS, et des PC qui vont peut-être le faire tourner à 20 FPS. C'est-à-dire que un PC très puissant le fera se déplacer de 700 unités par seconde, tandis qu'un PC qui tournerait à 20 FPS le ferait se déplacer à 25 unités par seconde. Ce qui est une très très grosse différence. Imaginez dans un jeu multijoueur, si jamais vous avez les gros PC qui vont hyper vite et les PC, on va dire, plus faibles qui iraient hyper lentement. Ça serait complètement stupide. Ce que nous voulons, c'est qu'il se déplace avec le temps réel. Pour se déplacer avec le temps réel, il va falloir qu'on aborde une notion dans Unity qui est le time, le temps donc. Il va falloir donc multiplier cette valeur, point, time, donc qui est la valeur, qui est la fonction qui gère le temps dans Unity, point, delta time. Delta time qui correspond au temps réel. Maintenant, voyons voir ce que cela rend lorsque l'on fait ça. On retourne dans Unity, on laisse notre script s'appliquer. Maintenant, lorsque l'on se déplace, on est extrêmement lent, parce qu'on se déplace de 1 à chaque
On se déplace de 1 à chaque seconde. Enfin, plus ou moins. C'est un exemple. Pour vulgariser, on se déplace de 1 à chaque seconde. Donc c'est extrêmement long. Il faut avoir une manière de gérer ça. Mais on ne peut pas accélérer des secondes. Dans la vraie vie, ce n'est pas possible. Il va donc falloir faire que nous pouvons modifier cette valeur. Pour ce faire, il va falloir créer une variable en public. Par exemple, une variable qui va s'appeler speed, tout simplement. Et qui sera une float, d'ailleurs. Float speed. D'ailleurs, par convention de nommage, nos variables ne commencent jamais par une majuscule. Et on va faire que speed, pour l'instant, est vide. Et comme tout à l'heure, il va falloir multiplier le delta time. Enfin, il va falloir ajouter une multiplication par la variable speed. Donc, hop, nous repassons sur Unity, nous faisons play, et nous pouvons voir que notre joueur ne se déplace pas. Tout simplement parce que notre joueur a sa variable de déplacement à 0. Si on met 1 par exemple, maintenant nous pouvons voir que notre joueur se déplace mais encore très lentement. Mais maintenant, cette vitesse est modifiable. C'est-à-dire que si jamais je mets 20 par exemple, notre joueur va se déplacer hyper vite. Bon, c'est un petit peu élevé, on va mettre 10 par exemple. Et là, je dirais que notre joueur se déplace à peu près aussi vite qu'un Mario. Voilà. Et d'ailleurs, nous pouvons voir que notre rigid body a un petit problème actuellement. Si jamais, voilà, voilà, notre problème est là, c'est que notre rigid body peut tomber en avant, et exactement comme ça. Pour patcher ce problème, nous allons devoir, alors, enlever le mode play. D'ailleurs, nous avons retenu que nous avons mis 10 en valeur de speed. Et dans notre rigid body, qui est ici présent, on va tout simplement bloquer la rotation en Z. C'est-à-dire que dans notre jeu, dans notre jeu, notre player ne pourra plus se déplacer en Z. Enfin, se déplacer, ne pourra plus avoir une rotation en Z. Voilà. Maintenant, il ne peut plus basculer sur notre très cher Goomba. Et, et maintenant, je pense que cette partie tutoriel sur le déplacement gauche-droite, sur le déplacement horizontal donc de notre personnage, peut être finie. Et je vais donc vous laisser avec le professeur Arthur, qui va vous apprendre comment sauter et également énormément d'autres choses fortes, sympathiques. Merci de m'avoir écouté.